Nous allons parler d'architecture parce qu'en fin de compte, dans nos écoles d'architecture, donc malheureusement, donc il n'y a pas effectivement un véritable débat. Et on va essayer donc aujourd'hui d'aborder ce que c'est que l'architecture. L'architecture, est-ce que c'est un art ou une science? Est-ce que c'est une production élitiste ou une production de masse? Donc c'est des interrogations qu'on s'est posées depuis de longues années. Et donc depuis plus de 30 ans, donc j'essaye un petit peu d'essayer un petit peu de comprendre un petit peu ce processus de conception donc en architecture. Donc tout le monde a cette hantise de la feuille blanche. Moi je dis que la feuille blanche n'existe pas parce qu'en fin de compte, si on arrive à bien analyser une situation, je crois qu'on peut effectivement passer de ces considérations verbales aux concepts spatiaux. Et donc on a essayé depuis de longues années d'aborder un petit peu ce processus de conception qui a fait l'objet d'études par Boudon, Prost, Conan, etc. Donc on s'est intéressé justement donc à la découverte de ce processus. Et nous avons essayé donc de mettre, je dirais de construire justement un certain nombre de ces méthodologies en troisième année. Nous avons passé une quinzaine d'années en troisième année. Et nous sommes arrivés à construire trois essais méthodologiques qu'on a appelés l'approche pragmatique, une théorie de l'architecture du vécu, où là on a essayé d'établir des passerelles avec la psychologie de l'espace, la psychologie de l'environnement. Donc cette transdisciplinarité, à mon avis, est nécessaire, parce qu'elle nous permet effectivement d'enrichir notre instrumentation. Le deuxième essai aussi qu'on a voulu aussi vérifier avec nos étudiants, c'était qu'on a appelé l'approche codifiante. Donc là, on a fait référence à la sémiolinguistique. Donc on a ouvert une fenêtre justement sur ce domaine, parce que c'est un domaine qui a quand même une avance sur nos disciplines. Et le troisième essai, donc là vous pouvez trouver un petit peu ces essais qui sont synthétisés dans les cahiers de l'EPO. Le troisième essai, c'est un essai qui a essayé, donc c'est un essai qui justement donc aborde le processus dans sa complexité. Et donc en cinquième année, depuis une quinzaine d'années, nous avons vérifié ce processus qui est à mon avis assez cohérent parce qu'il permet aux étudiants de mettre en rapport donc ce qu'on appelle la dimension, donc l'intellect ou l'imaginaire, le sensible, le rationnel. Et donc là, on a essayé donc de vérifier ce processus sur la ville d'Alger. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a assez d'écrits sur Alger, mais malheureusement, je dis malheureusement, on n'arrive pas en fin de compte à anticiper la ville d'Alger. Et à travers mes voyages, je me suis dit qu'il serait temps, avec nos étudiants, cette nouvelle génération d'architectes, parce que vous êtes pratiquement, je dirais, donc les futurs, donc ils vont construire un petit peu donc nos villes. Je crois qu'il fallait rêver avec les étudiants. C'est-à-dire que Alger, qui à mon avis est une leçon d'architecture et d'urbanisme, ne pouvait pas rester dans son état actuel, qu'il fallait qu'elle évolue. Et donc, à l'image de Le Corbusier, qui dans les années 30 proposa donc des plans justement donc de mutation, on n'est pas arrivé effectivement donc à sortir l'architecture justement de ce ghetto de pensée. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu dans le récit, dans des opérations ponctuelles, qui malheureusement donc hypothèquent, si vous voulez, la ville. Et donc là, je me suis dit qu'il serait intéressant donc de mener avec nos étudiants une réflexion sur Alger 2020. Donc on était pratiquement donc sur deux champs, donc essayer donc d'anticiper la ville d'Alger, anticiper son développement, et en même temps vérifier un processus que vous allez voir, qui est un processus qui ne se passe pas sur justement donc un enchaînement esquisse projet ou projet d'exécution qui à mon avis rentre dans un cadre réglementaire et professionnel. Au contraire, donc il y a une démarche diachronique, synchronisée, qui va essayer justement donc de mettre en rapport justement donc cette dimension spirituelle qui est fondamentale pour un projet d'architecture et sa traduction. Et ce passage est délicat parce que il ne suffit pas uniquement d'analyser, parce que je ne sais pas, vous avez eu l'occasion d'analyser des situations contextuelles, et malheureusement cette analyse devient donc pratiquement un espace qu'on oublie. Alors qu'en fin de compte, une analyse elle est censée être de la conception. Lorsque j'analyse un contexte, le contexte me révèle effectivement des éléments donc cachés ou des éléments donc qu'on pourrait éventuellement exploiter, transposer. Et donc là, je me suis posé un certain nombre de questions. Parce qu'en fin de compte, de l'enseignement beaux-arts à l'enseignement donc universitaire, je crois qu'il y a un changement radical. Et c'est pour ça que je définis l'architecture en tant que savoir et savoir-faire, en tant que praxis et théorie. Et donc là, si vous n'avez pas cette dimension théorique, vous ne pouvez pas faire de l'architecture. Vous ne pouvez pas faire de l'architecture. C'est-à-dire que la connaissance, le savoir, la lecture, parce que ce que je constate de plus en plus, que les étudiants ne lisent pas. Mais si vous ne lisez pas, vous n'avez pas votre espace de référence. Parce que l'idée, on va parler d'idée, c'est ce passage très délicat, cette dimension intellectuelle, se base sur un champ de référence. L'idée, c'est un espace multiréférencié.
Et on verra donc tous les architectes, tous les chercheurs, et moi je suis convaincu qu'en fin de compte, que ce processus doit se baser justement sur ce triptyque, le triptyque, qui consiste justement donc à maîtriser justement la dimension contextuelle, la dimension programmatique et ce qu'on va appeler le champ paradigmatique, maintenant donc l'espace de référence. Donc là, j'ai mis au point donc un document qui retrace une expérience 2007-2008, mais il y a un autre document qui va être publié, je l'espère, qui pratiquement retrace toutes les années qu'on a passées en 5e année, et justement donc qui aborde la ville d'Alger. C'est-à-dire que tous les plans qui ont été établis, le BDO, donc le dernier BDO et tous les travaux qui ont été faits sur Alger, nous les avons anticipés. Et c'est ça, c'est que le problème de l'université est absent du débat sur la ville. C'est qu'il y a un débat sur la ville qui malheureusement exclut l'université. Et je crois que ça c'est un handicap, parce que je crois que l'université c'est le domaine du savoir, et on est censé apporter une contribution justement donc à l'émergence d'une nouvelle image. Et donc là on s'est attaqué avec nos étudiants. C'est pour ça que les étudiants doivent rêver, doivent briser les limites, donc aller au-delà de leurs limites. Et donc là, j'ai essayé un petit peu d'aborder plus Alger Métropole, mais focalisé sur la centralité de la ville d'Alger. Parce que si Alger se confondait à l'époque, le centre d'Alger se confondait avec la Casbah, maintenant avec ce que j'appelle la métastase, donc cette prolifération cancérigène de la ville, fait qu'on n'a plus de ville. C'est-à-dire que la ville a échappé, malgré les instruments d'urbanisme, a échappé aux décideurs. Et donc nous avons avec les étudiants essayé donc, de faire une essai d'identification de la centralité de la ville d'Alger. Donc là, thèmes et projets qui sont justement donc présentés. Je vais essayer donc sans tarder, pour ne pas rentrer un petit peu dans le débat sur la ville, etc., vous présenter cette chronologie processuelle. Donc on avance. Voilà, donc ça c'est, voilà, on commence par l'introduction, si vous permettez. Parce qu'on va essayer, je vais essayer de vous montrer quelques projets assez significatifs. Donc là, j'ai fait un préambule parce que lorsque on a déposé à l'époque le programme au conseil scientifique, on nous a demandé donc de se situer par rapport à la nomenclature optionnelle de l'EPO. Vous savez qu'à l'EPO, il y a un certain nombre d'options qui sont normalisées. Et vous devriez déposer un programme en adéquation avec des objectifs assignés. Donc il y a grands équipements, bioclimatiques, etc. Et donc là, lorsqu'on est monté en 5e année, je me suis dit, d'ailleurs, l'architecture est un tout indissociable. Il n'y a pas cette dualité architecture-urbanisme, il n'y a pas cette dualité architecture et construction, il n'y a pas cette dualité entre architecture et le contexte climatique, parce que l'architecte est censé, on le verra donc dans tous les projets, est censé prendre en considération toutes les données, quelle que soit effectivement donc leur échelle. Et c'est pour ça que j'ai mis en préambule pour que l'option soit acceptée. Donc c'est un programme atypique qui se voulait en fin de compte une manière de penser l'architecture, de parler d'architecture, parce que dans ces écoles malheureusement on est noyé justement donc des débats stériles et qui malheureusement nous éloignent effectivement donc du but qu'on s'assigne. Et c'est pour ça que j'ai mis un préambule. Les options proposées pour la 5e année ne traduisent pas clairement donc le profil d'architecte que l'on veut former à l'EPO. Oui, quel type d'architecte doit-on former? C'est la question qu'on doit se poser. À l'époque, lorsqu'Oscar Numéro, on lui a demandé de concevoir donc l'EPO, et s'il dit 3 années, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. On peut effectivement en 3 années former des techniciens aptes à prendre en charge les besoins du pays. Et donc le décalage entre les différents programmes accentue le marasme dans lequel se débat l'architecture. La question qu'on doit se poser, faudrait-il former des architectes capables de répondre à la situation actuelle? Et à cet effet, 3 années suffisent. Oui. Si par exemple on veut former des architectes qui doivent répondre à la demande actuelle, je crois que 3 années sont largement suffisantes, comme l'a si bien dit Oscar Numéro à l'époque. Mais je dis qu'en fin de compte, on doit maintenant aller entrer dans une autre ère de mondialisation, etc. Et je crois qu'il faudrait maintenant encourager, éventuellement, peut-être, former des architectes capables de répondre à la situation. À cet effet, 3 années suffisent, ou au contraire, former des architectes aptes à créer de nouvelles conditions de réflexion, de pratique. Le métier d'architecte est bafoué, l'architecture est en crise d'identité disciplinaire et son enseignement souffre donc de l'absence d'un savoir universel. C'est vrai, on n'est pas arrivé à codifier, à cristalliser le savoir en architecture. Et ça, c'est le drame, malgré le mouvement moderne qui a apporté une contribution positive, mais toujours est-il qu'on n'est pas arrivé effectivement donc à asseoir, si vous voulez, donc une science donc en architecture. Et c'est là où on se balance entre architecture et art ou science. Donc le métier d'architecte est bafoué, l'architecture est en crise d'identité disciplinaire, son enseignement souffre de l'absence d'un savoir universel. Dans ce cas, l'école doit jouer un rôle prépondérant dans l'orientation scientifique de nos disciplines en s'impliquant dans le processus de production du cadre bâti. Les programmes pédagogiques doivent allier pratique et théorie,
recherche fondamentale et recherche appliquée, universalité et spécificité. Notre programme qui reste imparfait vise à créer de nouvelles conditions d'appréhension du phénomène architectural en s'appuyant sur l'étude critique de l'histoire de l'architecture. Oui, c'est important. Moi, je pense que c'est très important. Si vous voulez faire de l'architecture, il y a une rétrospective à faire, de 1900 jusqu'à nos jours. Se poser des questions, faire un diagramme, et vous verrez que tous les mouvements sont récurrents. C'est-à-dire qu'on parle donc de certains mouvements, on parle de développement durable alors qu'il a existé, on parle du conservatisme alors qu'il a existé. En fin de compte, il y a toujours une récurrence et qui nous remet chaque fois justement dans un état donc, de questionnement. Donc notre programme qui reste à parfaire, vise à créer de nouvelles conditions d'appréhension du phénomène architectural en s'appuyant sur l'étude critique de l'histoire de l'architecture, une interprétation objective de notre contexte socio-économique et culturel, et l'élaboration d'outils performants. Donc là, je crois qu'il y a je dirais une évolution dans le système pédagogique et qui permet effectivement d'introduire de nouveaux instruments. Inscrit dans ce champ de réflexion, le projet d'architecture est reconnu comme la préoccupation majeure et son contenu doit mettre en évidence les dimensions urbaines, architecturales et techniques. Nous rejetons la dualité urbanisme-architecture et la spécialisation de l'architecture qui doit impérativement demeurer un tout indissociable. Donc, vous voyez, on prêche pour que l'architecture ne soit pas, si vous voulez, sectionnée en lots, mais au contraire, un élément indissociable. Mais pour éviter la sclérose architecturale, l'ouverture sur d'autres disciplines est devenue nécessaire. La transdisciplinarité peut élargir et enrichir notre instrumentation qui demeure réglementaire par rapport au changement de notre environnement socio-économique et à l'évolution des techniques. Donc là, moi, je pense que l'ouverture, elle est nécessaire parce qu'elle nous permet d'enrichir notre instrumentation et aussi de faire dans ces transferts, justement, méthodologiques, qui, à mon avis, peuvent enrichir notre discipline. Je vais essayer, donc là, il y a une introduction, où j'essaye un petit peu d'expliquer un petit peu l'état dans lequel se trouvent nos villes, un état chaotique, qu'on le veuille ou non. La colonisation nous a légué des villes, qu'on le veuille ou non. Leurs tracés sont clairs, et donc il fallait pratiquement, de mon point de vue, essayer un petit peu de tisser la ville à travers justement la structure qui nous a été léguée. Et je crois que c'est ça le drame, c'est qu'on oublie en gomme, si vous voulez, toute cette structure sous-jacente en filigrane, et on essaye, si vous voulez, de construire des embryons qui malheureusement hypothèquent l'avenir de nos villes. Donc là, c'est pas la peine qu'on... Et donc là, j'ai posé un certain nombre de problématiques pour dire que l'architecture est un tout. Donc la problématique architecture, histoire et théorie, donc la problématique architecture et urbanisme, architecture et construction, et architecture et contrôle des ambiances. Donc là, pour dire qu'en fin de compte, que l'architecte est censé, justement dans son processus, d'intégrer toutes ces données et en même temps donner au projet, si vous voulez, cette profondeur attentionnelle. Donc, les éléments du système processuel, on parle d'analyse, de programmation, on va expliquer, et de la conception. Donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est un petit peu cette partie conceptuelle. Et là, je précise un petit peu, je dirais, notre contenu, donc le passage des considérations verbales aux concepts spatiaux, beaucoup d'interrogations autour de l'étude du processus conceptuel en architecture, partagées entre les adeptes d'une approche intuitive et artistique et les partisans d'une démarche systématique et scientifique, l'architecture est à la recherche d'une cristallisation d'un savoir transmissible et universel. Oui, vous avez les technophiles, les technophobes, vous avez justement les adeptes d'une approche scientifique, les adeptes d'une approche artistique, et ça c'est depuis pratiquement un siècle. Parce que si vous prenez le Bauhaus, c'est aussi une querelle entre justement les artistes, donc ceux qui prônaient l'approche artistique, et les scientifiques. À l'époque, Hans Mayer avait au niveau du Bauhaus introduit des scientifiques pour donner une dimension universelle à l'architecture. C'est-à-dire qu'on devait impérativement sortir l'architecture de cette ornière artistique et lui donner cette connotation scientifique. Et donc les différents courants qui ont marqué l'histoire de leur empreinte ont plongé l'architecture dans l'incertitude totale et l'ont empêché de codifier son langage. Donc chaque fois, si vous voulez, à chaque période, on avait un état de crise, ce qui fait qu'on a toujours retardé, si vous voulez, l'échéance d'un contenu transmissible. Donc face à ce vide méthodologique, l'architecture revient sociétale, c'est réintroduire certains éléments morphologiques de la ville et certaines règles génératives du projet. Ainsi, le projet est devenu une forme d'organisation de données extrinsèques, qu'on va appeler le champ exogène, parce que vous avez dans le processus ce qu'on appelle un champ exogène et un champ endogène. Le champ exogène comprend le site et le programme, et le champ endogène, c'est l'architecture. Là, on va en parler tout à l'heure.
Et donc, elle est donnée intrinsèque qui est un corpus de référence. Il permet le passage d'une pensée abstraite à une réalité concrète. Cette médiation s'effectue au moyen de la norme opératoire, règles, principes et concepts, considérés comme l'instrument de contrôle et d'édition du processus. Cette phase est souvent source de conflit. Certains la structurent en deux étapes, une réflexion pseudo-théorique et un développement comme acte d'interrogation. Par contre, dans se construit spirablement un espace abstrait de connaissances, de références et de concepts qui assure le déroulement du processus de création et de matérialisation du projet. Donc on passe directement parce que je préfère donc vous montrer les projets. Le processus opérationnel. Donc ce système processuel ouvert, cumulatif et correctif en boucle, permet le passage délicat et controversé de l'imaginaire au réel. Au niveau de l'approche analytique, plusieurs outils seront répertoriés et proposés à l'expérimentation si leur efficacité est reconnue. Le corpus choisi ou élaboré à partir de synthèse est censé décrire le texte urbain. Les outils théoriques retenus expriment les différentes tendances de la problématique urbaine et développent un contenu cohérent. Si certains ont largement contribué à la connaissance de la ville, d'autres sont toujours au stade expérimental. Oui, moi je pense que lorsqu'on entame par exemple une étude d'un morceau de ville ou de la ville, c'est relatif, je crois qu'il y a trois attitudes à adopter. Ou bien on prend un corpus donc théorique, analytique, un corpus analytique reconnu, c'est-à-dire qui nous permet effectivement d'opérer une codification du contexte. Et là, on pourrait éventuellement le prendre comme référence et en extraire justement ensuite le registre prescriptif, c'est-à-dire que l'analyse n'est pas uniquement un constat, un état de fait, mais un véritable travail de conception. C'est-à-dire il faudrait qu'au niveau donc de cette analyse, je puisse révéler des traces, les lignes virtuelles, les lignes de composition, etc. Et donc là, si le corpus me permet effectivement d'appréhender la profondeur donc de la lecture, sinon il y a nécessité de conjuguer deux approches. Donc peut-être deux approches, parce que le contexte l'exige, une approche historique avec une approche perceptuelle. Et cette conjonction donc des outils nous permettent d'appréhender en profondeur justement dans le sens donc caché donc de la vie. Sinon, et ce serait le travail le plus intéressant, ce que nous avons fait en atelier, c'est justement à partir d'un constat de définir ce qu'on appelle donc un corpus conceptuel. On vous parle des fois donc des cinq architectes, c'est pas les cinq architectes, c'est donc les socio-concepteurs, où on parle donc d'un certain nombre d'invariants. Donc nous essayons donc à travers cette analyse donc de définir un corpus qui nous permet donc de lire la ville et en même temps opérer une stratégie d'intervention. Donc l'école doit observer certaines autorités, proposer tout cet arsenal théorique à l'expérimentation. Ainsi, nous ferons l'empreinte de certains instruments et qui sont indicatifs. Donc nous avons utilisé tous les corpus qui soient reconnus, les travaux de Kevin Lynch, ou expérimental, les travaux de Jean Zitoun, de Spiga, etc. Donc nous essayons donc de stimuler chez l'étudiant cette curiosité, cette lecture. C'est-à-dire que l'étudiant doit impérativement donc survoler tous ces outils, faire une lecture, donc essayer donc de décoder par rapport à l'analyse justement les lignes directrices. Et donc là, nous avons donc pratiquement avec nos étudiants vérifié tous ces corpus. Donc l'analyse n'est plus une description aléatoire, mais une véritable, je dirais, donc approche conceptuelle. Concernant l'approche conceptuelle, nous tenterons une incursion dans le domaine de la systémique, l'idéation, une forme d'abstraction du projet, mais en interaction les trois dimensions, c'est le programme et référence, les traduit en un système de concepts. L'espace architectural, comme les définitions de l'architecture, est une constellation systémique à plusieurs niveaux de complexité dont la lecture se fera à travers les différences sensorielles. Vous allez voir maintenant le processus que nous avons établi, qui se base donc sur quand même une expérience pédagogique. Hein, c'est important. 15 années en troisième année nous ont permis effectivement d'asseoir justement donc une approche qui se veut justement une approche cohérente. Donc, par rapport donc à l'approche urbaine, parce qu'au niveau de l'atelier, nous essayons d'appréhender la ville d'Alger tout d'abord. Il faudrait que les étudiants doivent avoir donc à travers un synopsis historique, ce qu'on appelle un survol temporaire, donc de connaître la ville, c'est important, parce que vous êtes obligé, quel que soit le projet que vous faites dans une ville, il faut s'imprégner de l'histoire de la ville. Je crois que c'est important, parce qu'il y a des traces cachées et des traces révélées. Donc je dois à la limite, hier on a fait un tour à Béjaïa, moi c'est la première fois que je viens à Béjaïa, je vous assure que vous avez deux villes, la ville portuaire et la ville d'en haut. En bas de sang c'est le magma, donc c'est le chaos. Et donc là il y a effectivement, donc peut-être il y a une suture à opérer entre le haut et le bas de la ville. Essayons ensuite d'enrichir donc tout ce magma, tout ce chaos, donc intermédiaire. Donc là, donc on a essayé donc par rapport à Alger d'étudier le front de mer, le littoral, tout d'abord, parce que c'est une ligne de développement et de croissance naturelle, parce que le terrain est plat,
etc. Donc nous avons étudié tout le front de mer, donc nous avons fait d'excellents projets et nous avons aussi établi pour la première fois, donc à l'époque, dans les années 2000, établi cette relation, je dirais, naturelle et embryonnaire entre la ville et son port. Parce qu'en fin de compte, le port et la mer, c'est un événement dans une ville. Et c'est dommage que la ville ne dialogue pas avec son port. Et donc la première hypothèse que nous avons émise à l'époque, c'est comment s'approprier le port. Donc il y a une stratégie, je dirais, urbano-portuaire qu'il fallait justement donc dégager. La deuxième problématique qu'on s'est posée, c'est tous les couloirs transversaux. C'est-à-dire dans tous ces accidents, donc les enseignes murales, les raves, etc., qui ont été des axes de croissance et qui nous ont servi de tisser justement cette bande du littoral avec le haut de la ville. Et la troisième tentative, c'est en fin de compte travailler la ligne de crête. La ligne de crête où vous avez donc le monument, le palais de la culture, Diar Mahsoul, Grand Confort, l'Horacie. Et là, nous avons essayé ce que j'appelle le Vélum, ce que vous appelez tout le Skyline. Nous avons essayé un petit peu d'harmoniser ce Skyline, c'est-à-dire essayer un petit peu de créer, si vous voulez, cette cohérence paysagère. Donc, vous voyez, donc les étudiants étaient pratiquement sensibilisés, justement déjà à la ville, à son histoire, à son état actuel, à sa crise, et comment on pourrait éventuellement enclencher ce processus permutationnel de la ville. Et lorsqu'on voit un petit peu ce qu'a fait le Corbusier, je vais vous montrer quelques photos, dans les années 30, il voulait que la ville devienne une ville internationale, une ville monde, déjà dans les années 30. Et donc on n'a pas le droit, nous, dans les années maintenant 2000, de rester à glorifier un petit peu ces façades. Moi je suis contre de laisser la façade d'Alger telle qu'elle. Je crois qu'il y a possibilité maintenant de réguler cette façade, de lui donner une échelle, de lui donner une force, par justement une intervention subtile. Si on prend la macro-séquence qui vient donc du quartier de la Marine jusqu'à la gare, il peut y avoir, comme le disait Corbusier, on peut avoir des singularités, je dirais emblématiques, et qui pourraient renforcer l'arrière-plan et donner un petit peu cette richesse, un petit peu cette séquence. La séquence, par exemple, du 1er mai jusqu'à Hamma, jusqu'à Mohammedia, pourrait faire l'objet effectivement d'une nouvelle image. Donc il y a des actions qu'on a tentées et qui pratiquement enclenchent justement cette vision de ville métropole. Maintenant, est-ce que Alger peut se prévaloir de cette étiquette, de métropole? Moi, je pense qu'il y a des conditions, des commandements qu'on doit impérativement exiger de cette ville. Problème d'accessibilité, sachant pertinemment qu'Alger souffre de l'accessibilité. Nouvelle image, quels sont les signes, quelle architecture pour cette métropole? Et donc là, c'est tout ce débat que nous avons mené avec nos étudiants. Et là, j'ai fait un document, on va dire un document plus consistant, un document qui justement essaye d'apporter une contribution au débat sur la ville d'Alger. Vous savez que Arte Charpentier, et l'Hebdo ont essayé un petit peu de donner une nouvelle image d'Alger, mais vous verrez que nous avons aussi avec nos étudiants apporté une contribution très intéressante. Vous allez voir un petit peu les programmes que nous avons inscrits. Donc la première étape dans le processus, c'est ce que j'appelle stratégie figure urbaine, prescription et macromorphologie. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à dessiner, si vous voulez, lorsqu'on commence à synthétiser les données contextuelles, je crois qu'il y a une stratégie à arrêter. Et cette stratégie consiste, justement, l'analyse n'est plus une étape de descriptive inopérante, mais un moment déterminant de la création. Différentes échelles de composition sont nécessaires, le 2000, le 1000, le 500, pour cerner le territoire du projet architectural dont les limites sont conditionnées par son caractère symbolique et fonctionnel. Nous avons essayé chaque fois de prendre ces échelles pour établir cette correspondance entre le projet en tant que ponctualité et son territoire. Le territoire, il est relatif, il est spatio-symbolique. Donc un projet d'architecture peut avoir un impact sur la ville. Guggenheim, de Bilbao, pratiquement est devenu l'élément emblématique. Donc le projet de Guéry est devenu l'élément emblématique de la ville. À lui seul, il constitue la ville. Et donc, c'est tout ce débat. Est-ce qu'un équipement peut effectivement jouer ce rôle d'image de la ville ou au contraire être un élément en relais avec d'autres équipements symboliques? Et donc là, le 1000 nous permet, le millième, le 2000 déjà, c'est pour cerner un petit peu un territoire qui a un impact un petit peu sur le projet. Le 1000, c'est une maquette que j'exige parce que le 1000 permet aux étudiants pratiquement d'opérer un voyage à travers un territoire. Ils s'imprègnent du territoire. Et justement, ils découvrent le parcellaire, ils découvrent un petit peu la morphologie, ils découvrent en fait les mutations, les accidents. Et là, pour opérer quel type d'action? Est-ce que c'est des tranquillisants? Maintenant, on opère uniquement par injection d'éléments, je dirais, secondaires, ou au contraire, pratiquer une thérapie. Il y a un changement radical.
Comme par exemple à Barcelone, vous avez CEDA qui certains considèrent comme un accident géométrique de la ville et qui vous opère une autre trame, mais qui par la suite a porté ses fruits parce qu'elle contribue effectivement à mettre en osmose le tissu traditionnel et le tissu moderne. Et donc ces mutations en réalité qui deviennent des fois révolutionnaires, mais qui à mon avis donnent une pulsation dans un avenir. Et donc là, ces trois échelles, donc on a appelé la détermination des échelles d'études et d'intervention, programmation et conception urbaine. Vous voyez, donc c'est détermination des échelles d'études et d'intervention, programmation et conception urbaine. C'est important, ça veut dire qu'on ne va pas uniquement faire un schéma abstrait qui n'a pas de sens, mais justement donc une conception de mon territoire. C'est-à-dire que là, j'adopte une attitude vis-à-vis de ce territoire. Donc, certains diront oui, mais quelle est la relation? Mais elle est forte, on verra dans certains projets, elle est forte parce que mon projet, quel est son rôle? Maintenant, son rôle actuel, son rôle futur, parce qu'il sera bien dépassé dans quelques années. Donc, il faut situer sa dimension temporelle et vérifier effectivement sa pertinence symbolique. Donc là, dans cette recherche, donc là, on essaye un petit peu d'identifier les échelles. Il y a l'échelle macro-environnementale qu'on assimile des fois à la ville, l'échelle méso-environnementale qu'on assimile au quartier et l'échelle micro-environnementale qu'on accorde au projet et à son aire d'influence. Et je crois que ces trois échelles doivent faire l'objet d'une étude, je dirais, subtile, parce qu'il va falloir donc en extraire justement donc les éléments de composition. Par rapport à l'échelle ville macro-environnement, rechercher les lignes de force virtuelle ou de composition et les signes urbains d'appel aux focaux qui pourraient avoir un impact sur les différentes stratégies d'action. Cette lecture doit être globale et se traduit par des recommandations générales. C'est-à-dire que là, si on prend par exemple la ville d'Alger, et si par exemple un étudiant s'intéresse par exemple à la ligne de crête, il est important d'opérer justement une recherche sur la ligne de crête. Voir cette variation, est-ce que c'est un élément d'appel, un élément focal, quelle est l'action qui pourrait pondérer les tensions, quelle est l'image qu'on pourrait éventuellement donner, quel est le rôle de mon équipement par rapport aux éléments signifiants de la zone. Et donc il y a tout un travail, si vous voulez, de relais symbolique. Ensuite, il y a l'échelle du quartier. Donc là, on va au détail. Vous voyez, donc le quartier devient pour nous, si vous voulez, l'échelle privilégiée d'appréhension du phénomène urbain. L'échelle du quartier, par son impact sur le projet, le quartier est abordé par rapport à ses aspects typologiques, morphologiques, topologiques, historiques et fonctionnels. Cette étude diachronique et synchronique définit les différentes formes d'opérations envisagées dans le cadre d'une restructuration. Ainsi, l'image du quartier est appréhendée à travers son identité, sa structure et sa signification. C'est tout à fait normal, parce que je pourrais agir sur le quartier, considérant que le quartier est enclavé, considérant que le quartier n'a pas, si vous voulez, donc une forte présence dans l'échiquier, si vous voulez, urbain. Donc là, j'opère éventuellement, donc j'essaye un petit peu d'opérer, donc d'enclencher, si vous voulez, des opérations de rénovation, de reconversion, de réhabilitation, et qui permettent au quartier, si vous voulez, de rentrer donc dans cette stratégie donc de mutation. Par rapport à l'îlot, ce qu'on appelle donc le micro-environnement, à cette échelle, les niveaux de détail sont essentiels pour mieux cerner les facteurs endogènes et exogènes du contexte d'intervention. Une reconnaissance détaillée permet d'évaluer le degré de transformation des systèmes bâtis, non bâtis et viaires. Un réseau de lignes de croissance est établi pour orienter les actions de rénovation, de reconversion et de réhabilitation et de dégager le nouveau lexique urbain généré par la nouvelle opération. Ce réseau est censé clarifier la nature des voies et des accès aux différents équipements, le type de tissu, les différents gabarits prospects et les différentes manipulations géométriques sur le bâti existant. Ce remodelage du paysage urbain montre les relations qu'entretient le projet avec le contexte et sa capacité d'affirmer sa singularité. Par son caractère contextuel et singulier, le projet s'efforce de renouer le dialogue entre l'architecture et l'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette idée, en réalité, d'intervenir sur le contexte est née dans les années 70, lorsqu'on a lancé le concours de Beaubourg. C'est que c'est là où on a commencé à parler de l'originalité dans l'acte de conception. On s'est dit, si l'architecture s'essouffle dans les années 70, c'est dû à la programmation, on le verra. Et à l'époque, Lombard a mené une véritable recherche sur la programmation et qui a mené à envisager d'autres moyens de concourir. Donc à l'époque, parce qu'il y avait une commande, on demandait aux architectes, donc on leur faisait une commande assez lourde, et donc là, il avait préconisé justement donc le système donc de concours d'idées. Ce concours d'idées en réalité permet aux architectes donc d'évaluer un contexte et de montrer l'impact du projet sur l'environnement. Et donc là, à l'époque, Lombard avait préconisé l'idée
donc d'un programme sur l'environnement, mais on a essayé d'intervenir sur le contexte. C'est la première fois qu'on permet aux architectes d'intervenir sur le contexte. C'est-à-dire, quelles sont les opérations qu'on pourrait mener. Une voie mécanique qui peut devenir piétonne, par nécessité éventuellement d'interrelation avec l'équipement, des équipements qui arrivent à obsolescence fonctionnelle qu'on doit reconvertir parce qu'ils ont quand même une richesse patrimoniale, des équipements qui à la limite doivent être démolis parce qu'ils ont un cas de pathologie et en même temps qui ne sont pas fonctionnels. Vous voyez qu'en fin de compte, l'architecte agit sur son environnement parce qu'il établit un lien ombilical avec le projet. Et donc là, nous avons essayé donc avec nos étudiants d'aborder effectivement cette problématique de mutation de cette interférence. Et donc là aussi, si par exemple je dois éventuellement ouvrir une perspective sur mon équipement parce que c'est un couloir donc positif, donc là effectivement peut-être je peux dégager un rez-de-chaussée. Donc c'est mon droit de dégager un rez-de-chaussée parce qu'il permet effectivement d'intégrer cet équipement dans la conception donc, de mon équipement. Je vais essayer d'être bref, de ne pas utiliser des mots savants, parce que mes étudiants me reprochent d'étudier des mots savants. Je vais être très simple, parce que sinon... Donc là, donc une fois qu'on a pratiquement, je dirais donc arrêté, si vous voulez, l'îlot problématique, parce qu'il faudrait que l'îlot ne soit pas choisi d'une manière accidentelle ou fortuite, mais essayer un petit peu d'identifier l'îlot qui nous permet de poser le problème de fond de mon environnement immédiat. Donc là, il y a nécessité de choisir un îlot qui justement soit porteur de cette nouvelle image donc, du quartier. Ensuite, ce qui est important, aborder ensuite la programmation. Quel thème? Et donc là, on essaye un petit peu d'aller vers la structure fonctionnelle, la structure de permanence, la structure fonctionnelle. Essayer de voir si, par exemple, au niveau du site, il n'y avait pas une fonction qui a toujours perduré et qu'on pourrait éventuellement valoriser. Un équipement, je ne sais pas, un tissu peut à la limite être toujours, en fin de compte, un espace donc, de commerce. Là, on pourrait éventuellement peut-être s'aventurer à pérenniser éventuellement cette activité. Et donc là, on essaye un petit peu, tout d'abord d'étudier la structure fonctionnelle. La structure donc, fonctionnelle qui nous permet d'identifier éventuellement une fonction, une activité. Aussi, il est important aussi de voir, en fin de compte, d'évaluer tous les instruments d'urbanisme, de considérer, en fin de compte, donc de voir si effectivement donc, ce site a fait l'objet justement d'une planification pour être en adéquation avec ces instruments d'urbanisme. Et donc là, donc tous les travaux aussi qui nous ont servi de matrice, les travaux de Jean Zitoun qui nous ont servi de matrice. Et donc là, on parle de l'équipement générique au contenu programmatique, l'identification donc de l'équipement objet. Donc la permanence fonctionnelle, les potentialités du réseau d'équipements existants et la nouvelle vocation du site oriente et argumente le choix et le profil de l'équipement générique, ainsi que la formulation de son champ d'activité caractérisé par son niveau d'abstraction et la complexité de son interprétation. Donc là, on ne plaque pas un programme. On ne peut pas plaquer un programme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous avions identifié 3 types de programmes. Ce qu'on a appelé un programme donc, général, un programme donc, spécifique, donc contextuel. Et donc là, Jean Zitoun nous a permis donc, pratiquement, si vous voulez, de mettre en rapport justement ces 3 programmes, donc 3 programmes que nous avions identifiés, et les équipements leur correspondants. Vous ne voyez pas donc de 3 programmes qui sont logiques. Donc l'équipement générique qui est abstrait, un hôpital, par exemple, l'architecture donc sanitaire, donc c'est abstrait. On va ensuite qui parle donc de l'objet équipement et de l'équipement objet, c'est-à-dire qui passe d'un niveau d'abstraction à un niveau donc d'une réalité concrète. Et donc là, donc on essaye justement donc à travers la permanence fonctionnelle et potentialité du réseau d'équipements existants et la nouvelle vocation du site, oriente et argumente le choix et le profil de l'équipement générique ainsi que la formulation de son champ d'activité caractérisé par son niveau d'abstraction et la complexité de son interprétation. La référence aux différents modèles de même nature, parce que là, une fois que j'aurai dégagé mon champ d'activité et qui me permet d'identifier l'équipement générique, donc un équipement sanitaire c'est le générique. Un hôpital, c'est un objet équipement, il est toujours abstrait. Et donc, pour justement donc, arriver à sa matérialité, il faut que je le confronte justement donc, au contexte. Donc il y a ce niveau d'abstraction, on va ensuite à travers un champ de modèle parce que je suis obligé d'identifier, de lui donner un premier niveau de concrétisation, de l'identifier par rapport à ce champ de modèle,
Donc il y a des hôpitaux d'Aïra, des hôpitaux, etc., de Wilaya, des CHU, etc. Ça me permet de l'identifier et de geler un certain nombre d'activités. On va ensuite, je vais essayer de le confronter au site pour justement donc éventuellement geler définitivement les activités pour ne pas avoir de dédoublement donc de fonctions, etc. Si je crée une bibliothèque et si je dis que cette bibliothèque, s'il y a un réseau de bibliothèques, peut-être que j'aurai à spécialiser donc la bibliothèque. Donc il y a un travail de programmation ciblé, etc. Donc la référence aux différents modèles de même nature, ça va être nécessaire pour son premier niveau de concrétisation et son identification socio-économique, culturelle et normative, mais ne pourrait constituer l'outil programmatique opératoire. On avance rapidement. Bon, ça c'est pour ce qui est de la programmation. La programmation nous permettra par la suite, et nous allons le voir, justement de définir ce qu'on appelle les unités spatiales. Vous allez faire des regroupements, donc si on essaie de schématiser, vous avez ce qu'on appelle la grille de proximité, la grille des contraintes, et qui vont nous permettre ensuite d'établir et de définir mes unités spatiales. On le verra parce que là, vous serez toujours confronté à ce problème. Quelle typologie adopter? Comment occuper une parcelle? Quelle typologie adopter? Et donc là, il y a plusieurs typologies. Donc vous parlez tout mal de typologie compacte, de typologie éclatée. Moi, je parle de la fusion imaginative, de l'agrégat monovalent, du mégaron, du labyrinthe. Et c'est des termes en réalité qui sont corrects parce qu'ils permettent effectivement d'identifier ces deux types de typologie. Et donc ça, c'est des choix, à mon avis, qui se basent justement donc sur cette recherche justement du contexte et du site. Et donc là, on passe maintenant, une fois qu'on a étudié le contexte, une fois qu'on a identifié l'équipement, la programmation donc de l'équipement, ça c'est le champ qu'on appelle le champ exogène. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, des dimensions qui nous permettent effectivement de se coller à un contexte, à un programme. Le programme c'est une idéologie, c'est pas une énumération taxinomique, maintenant classifiée des activités ou un squelette surfacique, non, c'est une idéologie. Un programme est une idéologie. Et donc là, on doit avec nos étudiants dégager cette idéologie. Donc les étudiants lorsqu'ils viennent chez nous, ils n'ont ni site, ni sujet, ni thème. C'est-à-dire qu'on le découvre jusqu'à janvier, voire même janvier, donc c'est la période où les étudiants découvrent l'îlot, découvrent en fin de compte la thématique, découvrent en fin de compte le contenu programmatique. Et le programme devient de la conception, c'est-à-dire que je suis obligé de concevoir le programme. Donc là, une fois qu'on a pratiquement, je dirais, défini ce champ exogène, le site et le programme, on passe justement donc à cette phase. Et on se pose la question, c'est quoi l'architecture? C'est quoi l'architecture? C'est quoi la création? Et là, on peut effectivement schématiser, pour se donner au moins une piste processuelle. La création, c'est l'idéation plus la technologie. C'est une définition qui a été donnée à l'époque, lorsqu'on avait fait un séminaire sur la création. Et donc, moi, je me suis dit, donc il y a une dimension spirituelle, philosophique, intellectuelle, tout d'abord, donc l'idéation, conception de l'idée. Ensuite, il y a la technologie. Là, nous l'avons assimilé à la définition de l'espace. Parce que nous passons d'une dimension abstraite à une dimension immatérielle à une dimension matérielle. Et c'est justement la construction de l'idée qui est intéressante. C'est là où vous avez le projet. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai manipulé ce champ exogène et endogène, que j'aurai trouvé le concept. Le concept, on va en faire de l'architecture. Donc là, on ne fait pas de l'architecture. On est en train pratiquement d'abstraire les données. Et il faut avoir cette capacité d'extraire les données. Ce que les étudiants, malheureusement, les étudiants n'ont pas effectivement cette capacité d'extraire les données. Et donc là, on l'a appelé idée morphogénèse, donc détermination de l'espace de référence, le contenu conceptuel, métaphorique et micromorphologie. C'est-à-dire que là, les étudiants sont obligés de constituer des concepts. Les concepts doivent découler, parce que l'idée, c'est un espace multiréférencié. Multiréférencié dans le sens où vous avez le sous-espace de référence qui est le site, le sous-espace de référence qui est le programme, et vous avez le troisième sous-espace de référence. À l'époque, on l'a appelé la référence stylistique. On s'est dit, si on n'a pas de référence stylistique, on revient au dogme, donc aux règles. Et donc, on a corrigé, on a parlé de la théorie, de la partie théorique. Et j'ai dit que c'est pas aussi évident. Et donc, à la fin, je suis arrivé à dire qu'en fin de compte, il faut aller vers un champ paradigmatique. C'est-à-dire aller soit vers l'histoire de l'architecture, décoder l'architecture, trouver les invariants historiques, essayer de trouver ces permanences que Bruno Zevi appelle les invariants. Donc, ce langage, parce qu'il parlait donc du langage moderne, à travers ces invariants, la dissonance, etc., le démantèlement de la boîte, etc. Donc, aller
faire cette recherche donc des invalides à travers l'histoire de l'architecture, ou bien essayer à travers des équipements emblématiques, ceux qui ont marqué l'histoire de l'architecture, et d'en extraire les règles génératives de ces projets. Et c'est pas évident, parce que chaque projet meurt avec son architecte, comme dirait là. C'est-à-dire qu'on n'en est pas en fait compte à découvrir le mystère. Mais je crois qu'il y a eu des travaux qui ont essayé un petit peu de faire une description. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais donc de l'approche codifiante, où nous avons essayé d'utiliser une matrice qui nous a permis donc de comprendre un champ paradigmatique bien connu, l'histoire donc de Kant, donc l'architecture islamique. Et donc là, cette phase, et on se pose la question, faut-il considérer le mouvement de la pensée créatrice comme un mouvement inductif ou un mouvement hypothético-déductif? Donc c'est la question qu'on se pose. Et donc nous pensons que le mouvement ne peut être que pendulaire, du moment que l'acte conceptuel dans sa phase préliminaire tente de mettre en relation, là j'insiste parce que vous serez les futurs architectes, donc mettre en relation, de mettre en relation connaissance intelligible et connaissance sensible. L'architecture aussi, qu'on le veut, est un art, une science. C'est-à-dire qu'il y a de la sensibilité dans tout ça. Mais je crois que le côté rationnel doit, à mon avis, l'emporter sur le côté intuitif. Le côté intuitif, c'est des sensations qu'on peut avoir et qui peuvent, par la suite, effectivement, confirmer un choix. Cette dialectique science et art donne à l'architecture une définition possible sans l'enfermer dans un univers hermétique. Le passage de considération verbale aux concepts spatiaux se traduit par la construction d'un espace de référence constitué de 3 sous-espaces de référence. Donc le site à travers ses potentialités et contraintes, le programme à travers ses exigences et ses performances, et l'histoire de l'architecture en tant que champ paradigmatique. Vous êtes obligé, si vous voulez faire un projet intellectuel, avec des niveaux de signification, parce qu'un projet d'architecture, il a des niveaux de signification, je crois qu'il faut mettre en interaction justement ces 3 domaines, intelligemment. Un site peut révéler éventuellement la solution. Prenons le cas, je vais vous donner un cas pour justement donc situer un petit peu donc cette approche. Prenons par exemple le cas donc de l'Institut du monde arabe que vous connaissez, je l'espère. L'Institut du monde arabe. Vous allez sur site par exemple. L'Institut du monde arabe a servi comme support d'un cours. C'est un véritable cours d'architecture et d'urbanisme. Et donc si on prend l'Institut du monde arabe, et donc bon, on ne va pas raconter toute l'histoire donc de ce projet parce qu'il a subi donc des changements. Il était à Beaugrenelle, on va la transférer en périphérie, mais ça a été bénéfique. Et donc, lorsqu'on a demandé à Jean Nouvel, donc à Architecture Studio, c'est pas uniquement Jean Nouvel, bon, il y a eu 6 propositions, mais celle qui me paraissait la plus intéressante, même si on n'est pas allé au fond du problème, ce que c'est que la civilisation arabe, ce qu'elle peut recéler comme justement donc référence, etc. Mais toujours est-il, par rapport au site, c'est que vous êtes dans un site en périphérie. Vous êtes devant deux idéologies urbanistiques, donc 2 formes d'urbanisme. Vous avez le tissu haussmannien et vous avez les bases du mouvement moderne, juste sur l'université de Jussieu. Vous avez en fin de compte 2 tissus conflictuels. Et donc, je me dis, je suis dans une architecture organique et dans une architecture de la barre. Et donc là, le contexte, indirectement, m'a suggéré éventuellement 2 unités spatiales. Ensuite, le programme. Le programme insistait sur 2 activités mères, bibliothèque, musée. Ça veut dire que j'ai 2 unités. Vous voyez ce qu'on appelle la subcontiguïté conceptuelle. Ça veut dire qu'en fait, moi, je superpose en fin de compte, le champ, c'est un champ en réalité exogène, mais qui m'a permis en fin de compte de définir ma typologie. Donc j'aurai 2 corps. 2 corps que je vais m'essayer ensuite, éventuellement, de positionner. Il positionne la partie organique au niveau de la scène, il crée cette organicité. Au niveau donc, de l'arrière-plan, il crée la barre en relation avec Jussieu. Et donc, comme on relie les 2, il rentre maintenant dans le concept d'intériorité, il prend l'élément archétypal qui est le patio, qui n'est pas fonctionnel, mais qui a un rôle unificateur. Il ouvre le patio sur Notre-Dame, donc il s'ouvre le monde de la civilisation arabe sur la ville. Et c'est comme ça qu'on établit le rapport entre l'objet et la ville. Il devient un élément de la ville, à travers justement cette perspective, cette introversion extraversive, ce patio extraverti, et qui permet cette relation avec un élément emblématique qui est Notre-Dame. Vous voyez un petit peu ce jeu, en réalité, qui, à mon avis, met en évidence l'impact justement de ce champ exogène. Sans parler maintenant des références où on a puisé de la civilisation arabe à travers le Mont Charabia, à travers le patio, etc. Donc il y a de l'espace pincé, de l'espace dilaté. Il y a donc un champ de référence qui a permis effectivement donc de contribuer à la conception donc de l'équipe. Et donc nous pensons que le mouvement ne peut être que pendulaire.
du moment que la conceptuelle, dans sa phase préliminaire, tente donc de mettre en relation connaissance intelligible et connaissance sensible. Cette dialectique, sens et art, donne à l'architecture une définition possible sans l'enfermer dans un univers hermétique. Le passage de considération verbale aux concepts spatiaux se traduit par la construction d'un espace de référence constitué de 3 sous-espaces. Cet espace de référence constitue la base théorique pour la construction de l'idée, appelée idéation, et permet de penser la création artistique en tant que mode de connaissance. Parce qu'on le veut ou non, il y a des standards de performance, on peut dominer l'éclairage, on peut dominer l'acoustique, on peut dominer... Il y a ce qu'on appelle des standards de performance, il y a des standards de ce qu'on appelle aléatoires, qui sont liés à la sensation donc, de l'homme, la couleur qui a fait toujours l'objet d'études, etc. On peut avancer. Donc, ce contenu conceptuel métaphorique, qui possède des degrés d'abstraction, une forme de la pensée de l'architecture, génère une profondeur intentionnelle dont l'objectivité est toutefois admise. Ces 3 sous-espaces de référence définissent chacun à son niveau une cascade de concepts qu'il faudrait organiser en un système de concepts et former ainsi l'espace de référence, véritable source du rapport intellect et production matérielle et de l'action intégrative de la pensée discursive et de la pensée figurative. C'est-à-dire que le concept, donc le contexte, peut me donner, si vous voulez, une cascade de concepts. Le programme pourrait suggérer qu'il m'a, par exemple, au niveau de Bobo, on a mis les architectes devant donc une série de concepts, à savoir dans le concept de fonction, flexibilité, perméabilité. Et donc là, on essaie pour chaque, si vous voulez, chaque domaine de définir des concepts qui sont en cascade, mais il faut maintenant opérer, si vous voulez, le hiérarchie, donc créer un système de concepts. Lorsqu'on parle de système, c'est des éléments hiérarchisés en interaction. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir la capacité de hiérarchiser les concepts. Il y a ce qu'on appelle des concepts majeurs, des concepts mineurs. Il y a un concept nomade qui peut aller de l'échelle urbaine jusqu'à éventuellement à la micro-architecture. Donc là, il faudrait avoir cette capacité de définir cette cascade de concepts et l'organiser en système de concepts. Et donc, une véritable, de la pensée discursive, de la pensée figurative. De ce fait, on peut affirmer que la création est une opération combinatoire de l'idéation et de la technologie et se trouve à la croisée des données exogènes, c'est des programmes, et endogènes, histoire de l'architecture. Le mystère qui a toujours entouré le passage de la formulation du problème aux premiers éléments de sa résolution peut être levé grâce à ce processus qui interprète et exploite à bon escient les contenus de 3 sous-espaces de référence et leur confère une traduction intellectuelle pour échapper au mimétisme décadent et au dogme stylistique. Oui, moi je dis qu'on peut à la limite, même si on a glorifié à une certaine époque le mimétisme, mais moi je pense que le mimétisme décadent, qui consiste à créer une architecture hybride, pas dans le sens positif, parce qu'on parle de l'hybridation en architecture, mais l'hybridation, on essaie de faire un collage donc d'éléments épars historiques et qui pratiquement défigurent un projet. Au contraire, on essaie effectivement d'en faire une traduction subtile. Ainsi, le site, à travers son réseau de lignes de croissance, nouvelle codification du site, dévoile les valeurs intrinsèques, les actions à entreprendre et les concepts qui le caractérisent et se transforment en fonction de son poids historique et de son rôle dans la nouvelle dynamique urbaine. Quant à la programmation, à travers ses objectifs et ses activités, elle conditionne les différents choix et statuts sur la détermination des unités spatiales et de la typologie. Entre la fusion imaginative, typologie compacte, et l'agrégat monovalent, typologie éclatée, la programmation par sa nature sélective balise la justesse de la typologie appropriée en se basant sur la saisie de la formulation de ces concepts. Enfin, le 3e sous-espace de référence est assez complexe. Il nous renvoie au débat sur la production architecturale et au langage qui lui est rattaché. Du néoclassicisme au postmodernisme, en passant par le mouvement moderne, l'épée brouillard qui a enveloppé la discipline ne s'est pas dissipé pour autant. C'est vrai, on est toujours un petit peu dans la tourmente. Thomas Kamel, avec vos enseignants, vous faites une analyse, ce que j'appelle la pensée horizontale. Vous êtes en vacances intellectuelles, mais lorsqu'on vous demande de traduire par la suite, donc de traduire dans les faits, et là, vous avez la hantise et le stress. Donc si on a ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'on a mal assimilé, qu'on a mal peut-être analysé, et qu'on n'arrive pas en fait compte à dégager ce qu'on appelle les éléments de contrôle de la projection. Et donc là, je dis que c'est ça un petit peu, je dirais, la discipline qu'il faudrait observer au niveau de l'analyse. C'est-à-dire la transdisciplinarité, des fois, est nécessaire. Des fois, on est obligé de faire des transferts analogiques. Donc, la psychologie, par exemple, peut nous aider, sans faillir un petit peu donc, à notre rôle d'architecte, et donner nos territoires éventuellement à d'autres disciplines, mais essayer d'exploiter d'une manière intelligente donc, toutes les données. Au contraire, donc... voilà. Avant. On peut avancer. On est dans... Avancez. Non, avance.
Ah, donc là, on était là, on avance. Donc on était, donc voilà. Donc au contraire, il continue donc à embrumer les rats éclaircis de certaines tentatives théoriques et pratiques prometteuses. Pour cela, l'histoire de l'architecture demeure un référent incontournable, tant par ses projets réalisés ou représentés pour éviter de repartir à degré zéro de l'architecture et de gommer toute cette sédimentation historique. Mais ce retour ne signifie pas la reproduction à l'identique de certaines œuvres emblématiques, mais d'en extraire les règles génératives et les concepts invariants. C'est l'essence même de l'œuvre qui est décodée et non plus l'aspect artificiel de son esthétique. Cette forme d'interrogation de l'histoire de l'architecture est une réconciliation avec le passé pour construire l'avenir avec un présent toujours problématique. Comme toute utopie, cela doit être lu comme critique du présent et non comme prédiction d'un avenir certain. Donc notre architecture se veut rétrospective et prospective. C'est-à-dire qu'elle doit puiser de l'histoire, mais en même temps être anticipatrice, justement dans son langage et dans son action. Ensuite, une fois qu'on a construit un petit peu donc c'est l'idée, donc qui est en forme de qui a plus une dimension géométrique en réalité, donc c'est de vérifier un petit peu le rapport d'échelle, de vérifier les proportions, etc. Et donc le travail se fait en maquette. Il y a ce qu'on appelle des maquettes concepts qui permettent aux étudiants justement d'appréhender la matérialité de l'objet. Le Corbusier a toujours travaillé en maquette, parce que la maquette vous permet de survoler le projet, de vérifier l'échelle, le rapport avec son environnement, de vérifier les proportions, c'est-à-dire en fin de compte les éléments qui composent votre projet. C'est le meilleur moyen. Moi je préfère la maquette au 3D, parce que 3D vous avez des plans qui sont trafiqués, donc la maquette au contraire vous permet d'être sensible à votre projet, c'est-à-dire que vous le vivez. Il faudrait vivre son projet, il faut le porter ce projet. Et donc là, une fois qu'on a dégagé le concept, qu'on a pratiquement mis en interaction d'une manière intellectuelle justement le champ exogène et le champ endogène, donc là on va parler d'architecture. Et là on se positionne, c'est quoi l'architecture? Et là il y a différentes définitions de l'architecture. Là on s'est basé tout d'abord sur l'architecture qu'a donné justement donc Bruno Zevi, l'architecture à travers son espace. Et donc on a essayé un petit peu donc de rester fidèle un petit peu à cette vision donc de la définition. Ensuite, on s'est dit, mais attention, mais comment lire l'espace? Et donc là, j'ai fait toute une recherche justement sur la systémique, et par hasard, je suis tombé sur un article, par hasard, donc à Paris, donc sur un article, qui justement, donc mettait en relation la définition de l'espace et de sa lecture. Et donc là, on organisait l'espace à travers une organisation qu'on a appelée une organisation systémique. Donc avec Renier, donc a fait l'analogie avec l'espace et le système. Il prend donc un système, bon, on n'a pas le temps de le décrire, il prend un système à 9 degrés de complexité et il essaie de définir donc l'espace à travers ces 9 niveaux. Maintenant, on les a vérifiés, les 9 niveaux. Et donc, le niveau qu'on appelle le niveau statique, le niveau dynamique, le niveau homéostatique, le niveau de l'intervention de l'homme, etc. Tous ces éléments se retrouvent dans un projet d'architecture. L'élément statique, c'est la structure. Même la structure, elle bouge. Le béton, il bouge parce qu'il a... Et donc, même si on le considère comme statique, en fait, quand il est dynamique. Donc, le niveau dynamique, si on prend par exemple la conception d'une porte, elle est dynamisée par l'homme, donc il y a toute une série de dynamisants dynamisés que nous devons appréhender. On n'a pas le sens du détail, par exemple. Par exemple, au niveau de l'école, d'une manière générale, le sens du détail a disparu. Alors qu'en fait, vous verrez que dans la vie professionnelle, et si on vous demande un plan d'exécution, comme on le voit, moi je travaille avec des étrangers, eh bien les plans d'exécution sont détaillés. C'est-à-dire parce qu'il y a le problème du coût. Une pommelle, il faudrait la détailler. Et donc là, moi je pense que le niveau de détail, moi je pense qu'il faut le saisir au niveau donc de ces écoles. Et donc là, une fois qu'on a dégagé l'idée, on essaye justement donc la dialectique contenant-contenu. C'est-à-dire que indirectement, dans cette recherche donc de l'idée, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce rapport contenant-contenu. Donc je ne fais pas un choix typologique ou la désunité, sans à la limite avoir au moins en filigrane donc le fonctionnement. Mais le fonctionnement ne va pas influer donc sur justement donc ce choix de concept. Donc là, on rentre maintenant dans une autre dimension que j'appelle la dialectique contenant-contenu, premier niveau de signification. Et là, on va parler, c'est important, matérialité, syntaxe spatiale et choix technologique. Vous avez des projets qui sont mal écrits. Je m'excuse, mais il y a une syntaxe dans un projet d'architecture. C'est-à-dire que lorsqu'on a un plan, en principe, il est organisé dans son écriture.
Vous avez donc, si on prend un petit peu le concept canien servant-servi, vous avez des espaces servants, donc c'est des espaces donc de dégagement, de service, de circulation, et les espaces servis, ce qu'on appelle donc les espaces typiques et atypiques. Et donc là, il y a une écriture. Et donc là, moi, je pense qu'il est important, donc justement, donc de mener les étudiants vers une écriture donc subtile. Et donc, comme nous l'avons signalé précédemment, au niveau de l'idéation, la préoccupation est donc philosophique et théorique, et en même temps une matérialisation primaire du choix typologique et morphologique. Aussi, à ce stade de la réflexion, l'objet architectural dispose de fondements théoriques, une forme de résolution des problèmes et d'une idée force en assimilant un système ouvert. Ça veut dire que c'est pas certains pros qui parlent donc de résolution d'un problème. Moi, je dis au contraire, c'est l'interaction des domaines. Parce qu'on n'a pas résolu le problème. Parce que si on dit on a résolu le problème, ça veut dire que c'est une équation. Moi, je dis non, c'est de mettre en interaction justement ces trois domaines. La subtilité, c'est qu'il y ait complémentarité, qu'il y ait surcontiguïté conceptuelle. Ce que j'appelle là l'hyperconceptualisation de l'acte. Ça veut dire qu'il a des niveaux de signification. Pour démolir un projet, il faut avoir ce champ de référence. Ce qu'on arrive avec nos étudiants, c'est avant tout, à travers des idéogrammes, définir un petit peu donc ce choix conceptuel et donc vérifier par la suite, effectivement, donc son contenu. Le premier niveau de vérification de la densité, de la qualité relationnelle. Donc là, on aborde donc ce que vous appelez tout bas la relation avec les espaces. Non, il y a ce qu'on appelle la qualité et la densité relationnelle. Prenez tous les espaces intérieurs. Les étudiants, bon, des fois vous mettez un hall, une distribution, des escaliers. Non. C'est un volume quadridimensionnel. Ça veut dire que vous allez circuler à travers un ordre topologique, je dirais, pluriel. Je prends par exemple une rampe. Monsieur, je prends une rampe. Une rampe, elle a un effet kinésique de déplacement. C'est-à-dire que je me déplace et j'observe. Ça veut dire que je fournis un effort en réalité, mais j'ai cette capacité d'observer. Vous prenez un escalier avec un palier, c'est plus un élément fonctionnel. Sauf si, par exemple, le palier me permet, à un certain niveau, de faire entrer une perspective. Vous avez un escalier en colimaçon, c'est un élément giratoire. Donc, ces éléments topologiques, en réalité, ont une influence sur la qualité de l'espace. Donc, le premier niveau de vérification de la densité et de la qualité relationnelle entre les espaces activités est décisif du moment où les exigences fonctionnelles forment l'un des critères d'appréciation. Et donc là, on essaye un petit peu de demander aux étudiants, à travers éventuellement l'aménagement de leur espace, déjà d'établir une nouvelle dialectique entre le dehors et le dedans. On n'est plus dans la situation où vous arrivez, vous avez une personne qui vous accueille, qui vous dispatche. Non, l'accueil déjà il est à l'extérieur. Donc il va falloir créer un générique extérieur pour, à la limite, caractériser l'équipement. Si c'est une exposition, ça peut être une statue à l'extérieur, et qui permet effectivement d'établir ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Le premier niveau de vérification de la densité et de la qualité relationnelle entre les espaces, activités décisives, du moment où les exigences fonctionnelles forment l'un des critères d'appréciation. Ce rapport signifiant signifie établir l'adéquation entre les configurations géométriques des unités spatiales et leurs caractéristiques technico-fonctionnelles. On avance. De même, il faudrait contrôler la syntaxe spatiale du texte architectural à travers la répartition des espaces servants et des espaces servis et leur articulation. Cette organisation fonctionnelle n'est plus géométrique, organigramme ou système de connexion embryonnaire, mais un ordre topologique, tridimensionnel, fondé sur la théorie des contrastes. Haut, bas, convergent, divergent, clair-obscur, pincé dilaté. Oui, vous prenez par exemple l'Institut du monde arabe, Jean Nouvel a joué justement avec la théorie des contrastes. C'est-à-dire que vous arrivez dans cet espace dégagé, bon, à travers le volume éclaté, qui permet justement donc un couloir d'accès. Et lorsque vous arrivez dans le hall horizontal, vous êtes dans un espace pincé, c'est-à-dire que vous êtes comprimé pour aller vers un espace, je dirais, dilaté. Cette théorie de contraste existe entre le clair-obscur, etc. Même chez Oscar Niemeyer, qui est pratiquement, donc, à travers ces accès, vous mène vers un accès involutif qui contraste avec l'intérieur. C'est-à-dire que vous rentrez dans une zone d'ombre, tout d'un coup, vous avez l'espace qui vous accueille. C'est le même phénomène à la Casbah. La Casbah, vous avez tous les invariants, qu'a cité par exemple Bruno Zevi. Pratiquement, on peut les retrouver à la Casbah. On peut donc, moi je dis, cette accommodation spatiale, vous rentrez dans la skiforme, vous rentrez dans l'impression avec l'infiniment grand. Donc, toute cette théorie des contrastes, vous pouvez pratiquement l'avoir au niveau de la Casbah. À l'époque, moi avec mes étudiants, on se baladait à la Casbah pour dire que l'architecture, elle est là, et on pourrait éventuellement en extraire des invariants qui peuvent effectivement constituer le registre conceptuel.
Donc, or, si nous définissons l'architecture à travers son espace architectural, comme je le disais tout à l'heure, et considérer ce dernier comme un système composé de sous-systèmes connus, statique, dynamique, homéostatique, et on entreprend la lecture par le biais de ces différentes zones sensorielles, visuelles, auditives, olfactives, tactiles et kinésiques. Oui, une fois qu'on a défini l'espace à l'époque, je dirais, parce que ça a été difficile, hein, je dis difficile, ça nous a coûté énormément d'énergie, hein, donc je vous assure que ça n'a pas été facile parce qu'il fallait passer des nuits blanches pour pénétrer la systémique, la théorie générale des systèmes. On va ensuite entamer la lecture. Et là, il y avait des travaux de Jean Grémas qui disaient, oui, attention, il n'y a pas que l'ordre visuel qui domine. On a 5 ordres visuels. Ça veut dire que nous devons, une fois qu'on a décrit l'espace à travers les différents niveaux systémiques, il fallait opérer une lecture. Et la lecture utilise les différents